qui tremble à Malabo. Le tricolore guinéen tient en échec les Camerounais sous le score de 1 but partout. Dans la poule du Sili, la troisième sortie est décisive. La Guinée a l'honneur à Davos en Suisse. Le président de la République reçoit le prix Ebola pour ses multiples efforts dans la lutte contre cette maladie. Et puis nous irons à Mamou pour vivre le lancement de la récolte de la pomme de terre à Sumbalako. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour ouvrir ce journal, revenons sur ces belles images de football en provenance de Malabo. Pour sa deuxième sortie, le Sili relève son niveau de jeu et fait match nul avec le Cameroun, 4 fois champion d'Afrique. Nyoumase Dafé, bonsoir. Bonsoir, Marc. Sili Lyon indoptable, c'est résumé à la première mi-temps dont vous allez commenter les temps forts. Oui, merci. Donc nous allons partir avec la régie parce que vous l'avez dit, ça s'est résumé parce que tous les 2 buts ont été marqués pendant la première période. Je pense qu'on va nous envoyer les buts. Je rappelle quand même que ce match était le match de tous les enjeux. Aucune des 2 équipes n'avait droit à la défaite. Je pense qu'on est directement rentré sur l'inscription du but. Peut-être que le replay va nous montrer tout de suite que, comme à Moukondi, regardez la rentrée, ce corner rentrant de la gauche vers la droite qui est venu surplomber. Vous avez vu, il y avait pourtant 4 joueurs de marquer plus le gardien de but, mais pratiquement c'est un ballon qui est venu surplomber et pourtant il y a eu la petite main de Nabi Atara japonais, mais malheureusement cette balle fatale va finir au fond des filets. Alors après l'inscription de ce but, vous avez vu les vannes étaient complètement ouvertes côté Sili, surtout au niveau du milieu de terrain qui était un peu désaxé. Vous voyez là Mohamed Lamine Yatara qui s'est préféré appeler maintenant Yatara Junior, dit hello, l'attaquant de pointe qui était aujourd'hui donc au four et au moulin pour davantage débloquer son compteur but dans cette partie. On va voir certainement regarder ce bon ballon guinéen. Quand même, on sent que les Guinéens, après l'inscription de ce but, ont senti un peu qu'ils étaient fouettés moralement dans leur orgueil. Ils n'ont rien lâché. C'est vrai qu'ils ont eu une petite traversée du désert, mais la partie ne faisait que commencer. Regardez cette belle balle, n'est-ce pas, avec ce beau contrôle, surtout de Ibrahima Traoré, le gardien, le capitaine de sa formation de style national de Guinée. Regardez comment il est parti à tromper la vigilance des 4 défenseurs camerounais qui étaient démarqués devant lui. Il a reçu ce très bon ballon de Kevin Constano, plutôt de Boubacar Fofana. Regardez comment ça se passe. Et entre 4 maillots verts, il parvient à armer son tir, à le frapper et puis carrément mettre cette balle au fond des filets. C'était vraiment sensationnel. Je pense que c'est des buts à la 42e minute. C'est des buts maférins qu'on devrait enseigner dans des écoles de football. C'était vraiment beau. Félicitations donc à Sili National. La poule D est finalement la plus difficile, Nyoumase. Ça reste effectivement la poule la plus difficile. 4 équipes en sont au même nombre de points. La finale dans cette poule à la 3e journée. Effectivement, la bataille de la 28e journée aura effectivement lieu. Je rappelle d'ailleurs que lors de cette 3e, ultime et dernière journée, le Sili National de Guinée va se déplacer de Malabo à Mongomo. Et vous savez que c'est également une petite innovation du côté de la Coupe d'Afrique des Nations Orange de football pour éviter les petits calculs. Donc tous les jeux, les matchs se joueront de façon simultanée. Effectivement, le Sili va jouer cette petite finale. Au fait, il y aura 2 finales, hein, parce que la Côte d'Ivoire va jouer contre le Cameroun et puis le Sili va jouer contre le Mali. Donc, il y aura 2 finales. Le Mali, c'est-à-dire la rencontre de 2 poumons des mêmes corps. Oui, on est très fair-play, mais j'ai envie surtout de dire que ce sera des matchs coupérés. Il n'y aura pas de calcul. Vous gagnez, vous continuez la compétition. Vous perdez, vous quittez carrément la compétition. Vous faites bien de rappeler, quand vous dites que le Mali et la Guinée, c'est 2 corps dans un même poumon. 2 poumons dans un même corps. C'est vrai, c'est très fair-play, parce qu'on a vu même aujourd'hui, si vous avez remarqué, quand les Maliens jouaient, le Sili National a chanté l'hymne national avec le Mali. Et quand les Guinéens aussi ont joué pendant l'hymne national de la Guinée. Oui. Également, les Maliens ont chanté l'hymne national liberté avec la Guinée. Moi, j'ai eu la chair de poule, c'était vraiment fort. Donc, ça veut dire tout simplement que ces 2 footballs qui se comprennent, qui se connaissent parfaitement bien. Ces 2 peuples qui ont la même histoire. Qui ont la même histoire, c'est vrai, on est très fair-play, mais on pense que ce match-là va être très déterminant parce que les 22 garçons, que ce soit du côté du Sili, que ce soit du côté malien, chacune de ces 2 formations, c'est qu'elle peut aller jusqu'au bout de cette compétition. Merci Nyoumase Dafé. Bonne chance donc au Sili National de Guinée. Le président de la République à Davos a été honoré. Le président Alpha Condé a reçu le prix Ebola pour sa lutte inlassable contre la fièvre hémorragique Ebola. Professeur Alpha Condé a été récompensé par l'ONG Global Health and Diplomacy. Une occasion pour le chef de l'État d'interpeller les uns et les autres à un assaut final contre cette épidémie en Guinée. Senassi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Pour son rôle dans la lutte contre la maladie à virus Ebola, le président de la République reçoit un prix de l'ONG Global Health and Diplomacy. C'est moi qui reçois, mais ce n'est pas seulement moi, c'est tous les gens qui se sont mobilisés, qui sont sortis d'ici, OMS, Médecins sans frontières, tous les médecins anonymes qui sont morts. Donc le mérite les revient.
Moi, je n'ai fait que diriger, mais sans eux, on n'aurait jamais réussi. Pas question de croiser les bras, martèle le chef de l'État qui demande le soutien également des responsables de Global Health en diplomatie pour gagner le pari de la lutte contre cette épidémie qui touche la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Je les remercie encore et je les prie de nous accompagner parce que tant qu'on n'a pas arrivé au cas zéro et que l'OMS n'a pas déclaré 42 jours après, on doit continuer la vigilance, on doit continuer les efforts. En tant que président de Mano River, ma bataille c'était à la fois pour la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Parce que s'il reste un seul cas d'Ebola dans un seul pays, on n'est pas encore sorti. Ces responsables de l'ONG Global Health en diplomatie ont promis au président Alpha Condé de continuer à jouer pleinement leur part de responsabilité dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Une structure avec déjà 5 ans d'expérience dans le cadre de la protection des enfants et de la promotion des personnes qui s'illustrent pour le développement de leur pays. Toujours à propos d'Ebola, l'initiation à l'enterrement sécurisé des corps des personnes décédées d'Ebola s'est tenue à Forcaria. L'activité s'inscrit dans le programme annoncé par la Coordination nationale de lutte contre Ebola pour éradiquer cette épidémie en 60 jours. Moussa Mikini Kamara, Morikaba. Talco et Forodou sont des secteurs de la sous-préfecture de Farmoria où l'opération d'identification des cas suspects s'intensifie de plus en plus. Une opération supervisée par le ministre de la Communication. Dans ces localités de la préfecture de Forêt-Caria qui font frontière avec la République de la Sierra Leone, la pulvérisation et l'extraction des cas suspects d'Ebola ont été les principales tâches de la journée. Le ratissage a déjà commencé. Le travail, donc, je dis, est effectif. Aujourd'hui, nous avons pu extraire 4 malades dans la sous-préfecture de Farmoria, principalement dans le district de Télicon. Et on a pulvérisé plus de 20 bâtiments là-bas. Et après, on est venu à Forod où on vient de faire un enterrement sécurisé. On a aussi pulvérisé la chambre où était le défunt. On a beaucoup d'espoir parce que depuis qu'on a commencé ce racistage avec les différentes communautés, ils ont pu adhérer dans notre camp. Peut-être nous, on ne demande pas atteindre ce charge, comme dit, chercher l'Ebola à Forêt-Caria, particulièrement en Guinée. Il y a 2 semaines que le ministre de la Communication est régulièrement dans le Moria profond, particulièrement dans les zones les plus reculées, parfois inaccessibles, pour expliquer davantage aux populations les dangers liés à cette épidémie. Il n'y a pas autre possibilité pour éradiquer cette maladie que de sensibiliser. C'est pour cette raison qu'on vous a choisi pour véhiculer des messages aux différentes communautés. L'espoir est permis à Forêt-Caria avec la bataille déclenchée pour la riposte contre Ebola dirigée par le ministre de la Communication. Cette campagne a déjà enregistré des résultats, notamment la découverte de nouveaux foyers pour leur prise en charge et surtout le suivi des nouvelles méthodes de l'enterrement. Zéro Ebola en 60 jours, la stratégie est en marche à travers le territoire national, appuyée d'une évaluation de niveau de riposte. C'est dans ce sens que le chef de la mission des Nations Unies contre Ebola s'est rendu dans les préfectures de Kankan, Farana et Mamou. Si dans certaines localités des progrès sont enregistrés, à Farana par contre, les autorités sont confrontées à la résistance des populations. Plus d'informations avec Mohamed Alpha Baldi. La mission onusienne pour la lutte contre Ebola en Guinée poursuit sa mission de travail dans la Guinée profonde. À Kankan, sur 29 cas enregistrés, 20 n'ont pas survécu à la maladie. Aujourd'hui, suite aux efforts déployés sur le terrain, il n'y a plus de nouveaux cas. Pour toute la région, il ne reste que 52 contacts à suivre jusqu'au 31 janvier, date limite de leur période d'incubation. C'est vrai que nous sommes déjà vers la fin, mais attention, nous ne devons pas dormir. C'est en ce moment que nous devons retrousser davantage les manches pour ne pas faiblir exactement les différentes actions. On ne doit jamais fléchir par rapport aux différentes actions que nous menons sur le terrain pour ne pas que Ebola revienne encore. Vous savez qu'il y a 2 temps, on a dit que ça a baissé, mais encore ça a remonté. C'est parce qu'il n'y aura plus de négligence ici. Après Kankan, le patron de UNMIR est à Farana. Ici, 47 cas d'Ebola ont été enregistrés par les services sanitaires.
17 ont survécu à la maladie. Dans cette partie du pays, les autorités sont encore confrontées à la réticence des populations, notamment à Leïsanda, dans la commune rurale de Tiro. Nous sommes encore butés devant ces points de résistance à la Sando. Nous avons 30 malades et quelques 30 contacts qu'on n'arrive pas du tout à voir par les médecins. Donc je pense qu'il faut vraiment passer à l'étape supérieure. Il s'agit de faire intervenir vraiment la sécurité. Dans la ville Carrefour, Abdou Dieng s'est aussi entretenu avec les acteurs impliqués dans la lutte contre Ebola au sein de la région de Mamou. Dans cette zone, le virus a fait plus d'une dizaine de victimes. À ce jour, il y a 0 malade, 0 cas contact. Ici à Mamou, on essaie de travailler avec les autorités pour voir un peu, prendre des leçons apprises ici et essayer de les appliquer dans des zones comme Farana, bien que partout, comparé à il y a 2 mois, il y a eu des améliorations, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour arriver à un niveau comme ce qu'on a constaté à Mamou. Comme dans la région de Mamou, Ebola s'essouffle dans la majorité des villes guinéennes. Même si des batailles sont remportées dans son éradication, la guerre contre Ebola reste encore entière dans toute la Guinée. Dans cette lutte contre Ebola, 20 000 cahiers sont offerts aux enfants orphelins qui ont perdu leurs parents à cause de la maladie. C'est une contribution de l'Oscar des Oscars des managers africains, Kerfala Persan Kamara KPC, à travers son organisation Isolons Ebola. Une solidarité qui va permettre à ces enfants d'affronter la rentrée scolaire. La remise a eu lieu ce samedi au siège du groupe Giko Press. Un reportage signé Kerlon Ousmane Diallo. À 12 ans, elle est orpheline de père. Jeannette Kourouma est l'une des 4200 orphelines d'Ebola en Guinée. À ses côtés, Tamba Leno, lui aussi devenu orphelin, après qu'Ebola ait causé la mort de son père il y a 3 mois. Aujourd'hui, la poursuite de leur formation scolaire est l'une de leurs préoccupations majeures. Dans ces cartons, 20 000 cahiers sont disposés pour les enfants orphelins d'Ebola. Un geste de l'ONG Isolons Ebola. Nous avons décidé de créer l'association dénommée Isolons Ebola pour participer à la riposte engagée à tous les niveaux contre ce fléau meurtrier. Les 20 000 cahiers que notre association offre aux enfants orphelins d'Ebola ce matin ont été confectionnés dans ce cadre pour les jeunes élèves avec les messages visant à leur dire en des mots simples ce que c'est le virus Ebola, comment il se transmet et les moyens de le prévenir. C'est l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, qui va assurer la répartition des cahiers à travers le pays au bénéfice des orphelins d'Ebola. Parmi ces 4200 enfants orphelins Ebola, 2598 ont perdu leurs 2 parents, donc non plus de père et de mère. C'est pourquoi la cérémonie d'aujourd'hui revêt une importance capitale. En venant ainsi en aide aux plus touchés par la maladie, le fondateur de l'organisation Isolons Ebola, également PDG du groupe Giko Press, veut contribuer à prévenir la propagation du virus en milieu scolaire. La mobilisation des artistes est l'autre volet de l'engagement des responsables d'Isolons Ebola. Une stratégie pour collecter des fonds en faveur des orphelins d'Ebola. De cette entreprise est née 2 œuvres. Plus jamais Ebola, qui a regroupé près de 60 artistes autour de Monique Seka, la chanteuse ivoirienne, et On Voice, qui est à dimension internationale. Ces 2 œuvres sont en téléchargement payant sur le site www.isolonebola.com ainsi que sur les plateformes Believe. Je ne soupçonnais pas que c'est la détermination et la résolution du peuple guinéen, ces institutions, ces entreprises, le courage des fils et filles de la Guinée de lutter et de ne se laisser vaincre par la maladie. La remise des 20 000 cahiers n'est qu'un début, assure-t-on ici. Les jours à venir seront disponibles les supports physiques des 2 titres musicaux réalisés par Isolons Ebola.
Je vous le disais tantôt, 0 Ebola en 60 jours, c'est bien possible. La Guinée est en passe de relever ce défi. Les centres de traitement de la maladie se vident de jour en jour. Actuellement, seulement 9 malades sont tous sous traitement à travers tout le pays. C'est ce qui ressort du bilan des dernières évolutions de la maladie à virus Ebola. Suivez les détails avec Mamadi Terna Kamisoko. C'est la première rencontre de l'équipe de la Coordination nationale de lutte contre Ebola et les partenaires au compte de la nouvelle année avec les journalistes. 2015 augure de belles perspectives dans la lutte contre l'épidémie. À ce jour, seulement 9 cas confirmés sont notifiés dans tout le pays. La Guinée a enregistré 2879 cas, avec 1886 décès, soit un taux de létalité de 65,5%. Au total, 975 personnes confirmées sont sorties guéries des centres de traitement, soit 38,2%. Un total de 18 cas hospitalisés à la date du 22 dans l'ensemble de nos centres de traitement, répartis comme suit. Parmi les 18, on avait 9 cas confirmés et 9 suspects hospitalisés dans nos différents centres. La stratégie Ebola 0 en 60 jours a amorcé la dernière ligne droite. Cela ne veut pourtant pas dire que la bataille est gagnée. Les communautés peuvent jouer un rôle central dans l'élimination des réticences. La méthode qui est proposée fonctionne très bien. Beaucoup de préfectures ont réussi à nettoyer complètement leur zone d'Ebola et sont sans le virus maintenant. Par contre, le dernier kilomètre pour la Guinée, c'est les plus difficiles. On va essayer de les faire en 60 jours. La question, c'est toutes les familles ou les communautés qui cachent encore des malades ou qui cachent de l'information. Ces malades qu'on ne voit pas, malheureusement, on en entend parler après comme décès communautaires. C'est dommage parce qu'on aurait pu leur donner une chance en les soignant. Quant à la résolution de réticence, on s'est rendu compte, en marge de l'effort des partenaires de la coordination, il fallait un appui auprès de la communauté. Et cette communauté, nous voulons parler des leaders, des responsables locaux, des résidents, des élus locaux et même de l'autorité locale pour corriger au moins certaines scènes de violence injustifiées pendant la mise en œuvre de nos activités. La capacité d'intervention des acteurs de la riposte s'est accrue à tous les niveaux. 11 centres de traitement et de transit sont opérationnels et les moyens logistiques renforcés. 13 foyers sont encore actifs en majorité dans la région de la Basse-Guinée. Vivement la fin de la fièvre Ebola en Guinée. Également dans l'actualité, le point de presse du ministre de l'Emploi, de la formation technique, professionnelle et du travail. Il était question pour Albert Damantan Camara de présenter le bilan de son département durant les 4 dernières années. Les grands chantiers réalisés, les investissements dans le secteur ont été largement évoqués pendant la rencontre. Moussa Komara était de la partie suivie. 2011-2014, les lignes ont bougé au département de l'enseignement technique professionnel. Selon Damantan Albert Camara, son département peut se prévaloir d'un bilan satisfaisant. Dans les centres de formation professionnelle, le nombre d'apprenants a augmenté. Il est passé de 5 598 en 2011 à 17 675 en 2013. Et plusieurs directions, écoles techniques et services d'appui ont été réhabilités. J'ai parlé également d'un certain nombre d'acquis en matière de gouvernance et d'amélioration du cadre institutionnel, avec le renforcement de capacités des cadres, la lettre de politique nationale, le nouveau code du travail, la motivation des élèves instituteurs, des élèves maîtres dans nos écoles. Je suis ensuite parvenu au domaine du travail et de l'emploi, où nous avons pu quand même mettre de meilleures mesures d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Dans le même registre, il soutient que 268 000 emplois ont été créés entre 2011 et 2014. Mais si l'on s'accorde à dire que le secteur a enregistré des mutations profondes, d'autres défis non des moindres restent à relever. Il s'agit notamment de la vétusté des infrastructures et l'insuffisance des outils pour les travaux pratiques. Il y aura des nouveaux équipements pédagogiques à l'intérieur, notamment des machines-outils. Nous avons bénéficié de l'assistance de l'Agence française de développement pour en équiper d'autres qui sont actuellement en cours. Ça devrait voir le jour courant 2015. Beaucoup de nos partenaires techniques et financiers nous ont annoncé la venue d'équipements, de machines-outils. Et donc, à partir de là, et
des budgets qui viendront, nous demanderons sur la base du BND d'obtenir d'autres équipements pour remplacer ceux qui sont défectueux dans nos écoles. Cette année, la construction des 6 écoles régionales des arts et métiers est annoncée. Également, l'ouverture de la première maison de l'emploi et des compétences est attendue. On ouvre à présent le volet agricole de ce journal avec le lancement de la récolte de la pomme de terre à Sumbalako, c'est dans la préfecture de Mamou. Cette récolte concerne la variété Délice, une variété qui produit 18 à 25 tonnes à l'hectare. L'opération a été présidée par une mission de la Chambre nationale d'agriculture. Des précisions en images, Francis Collier. Sumbalako démontre sa capacité dans le maraîchage. Ici, on cultive un peu de tout, de la tomate, du gombo, de l'aubergine, de la chou, du piment et de la pomme de terre essentiellement. Parmi ces cultures, la pomme de terre est l'exemple le plus éloquent. Avant, on gagne 12 à 15 tonnes par hectare, la pomme de terre. Aujourd'hui, on gagne 18 à 25 tonnes à l'hectare. Donc, on a bien apprécié non seulement les engrais lesquels les Sambres sont en train d'amener pour nous, les triple 17. L'expérience de Sumbalako dans la production de la meilleure qualité de pommes de terre fait école. C'est le cas de ce jeune venu de Kissidougou pour apprendre toute la chaîne de production. Je viens à Mamou maintenant pour observer maintenant comment faire la pomme de terre. Quand je vois les gens travailler, maintenant moi je m'arrête, je les regarde comment faire. Si c'est le moment de semer, je regarde les gens, comment les gens sèment. Sur le terrain, la mission de la Chambre nationale d'agriculture a lancé la récolte de la culture de contre-saison. Cette année, ils ont fait moins d'hectares compte tenu du marché. Ils ont essayé de gérer les difficultés liées au marché en ne faisant que 82 hectares. Sinon, les années passées, ils ont l'habitude de faire jusqu'à 200 et plus de 200 hectares. Donc, c'est par rapport au problème de marché lié au problème de la maladie à virus Ebola que les paysans aussi s'organisent en réduisant leur superficie de production. Malgré l'impact d'Ebola ressenti à travers la mévente et le périssement des produits, Sumbalako caresse le rêve de devenir la zone de production de la meilleure qualité de pommes de terre dans la région de Mamou. Au même chapitre, à Cancan, les encadreurs techniques agricoles sont en tournée d'évaluation de la campagne écoulée. Il s'agit d'abord pour la mission de visiter les différents périmètres aménagés, ensuite d'échanger avec les paysans sur les difficultés rencontrées cette année et envisager les solutions pour la campagne prochaine. Voici l'étape de Banco dans la sous-préfecture de Moribaya avec Ansoumane Toumani Camara. Après une campagne agricole qui a comblé les attentes, les producteurs ont la joie sous les lèvres dans les magasins de stockage. Et dans les ménages, la ration annuelle de la famille est assurée et l'excédent de production est vendu sur le marché. Cette période d'après-récolte est mise à profit par les encadreurs techniques agricoles de Cancan pour venir échanger avec les paysans sur les performances et les lacunes rencontrées dans les activités agricoles dans le district de Banco à Moribaya, l'un des greniers de Cancan. Il y a lieu de lui apporter réellement une assistance technique pour mieux orienter ses actions agricoles. Le potentiel est là, mais il faut pouvoir le valoriser sur la base vraiment des techniques rationnelles. Sur ce périmètre d'Anacardier, la mission a constaté des anomalies dans la mise en valeur de ces 10 hectares. Le besoin d'encadrement se fait nettement sentir. Ils doivent être encadrés. Ce n'est pas normalisé, de sorte que le travail devient difficile. Dans les conditions normales, une plantation d'anacardier doit avoir un écartement entre les pieds de 10 mètres. De son côté, au village, l'Union des producteurs de riz de Cancan a présenté son bilan annuel devant l'ensemble des paysans des groupements associés. Cette union, composée de 4 groupements, a mis en valeur en 2014 plus de 165 hectares de riz. À
Kaporo, dans la commune de Ratoma, le torchon brûle entre les autorités et le commerçant Elhadj Babagale. En cause, le site de la boucherie du marché. Actuellement en extension, le marché de Kaporo doit abriter une boucherie moderne dont les travaux sont déjà en exécution. Mais malheureusement, ces édifices sont vandalisés par le particulier Elhadj Babagale qui se réclame propriétaire du dit site. Martin Fansnadouno nous apporte des précisions dans ce dossier brûlant. Une boucherie moderne à Kaporo, un projet communautaire lancé en novembre 2014. Le dit projet avait suscité assez d'engouement et d'espoir chez les populations. L'entreprise Dura Maritech PTP exécute les travaux sur préfinancement. Le chantier est maintenant à 50% selon l'entreprise. Mais la suite des travaux est marquée par un ralentissement. Les infrastructures sont vandalisées, la maquette du projet est emportée et une partie du chantier démolie. Les techniciens du projet et du ministère de l'élevage désignent un coupable, mais ce dernier se présente comme propriétaire des lieux. En poussant la recherche des informations, on a été édifié que c'est la famille d'un certain Babagale qui se sont déplacés tardivement la nuit vers 2 h du matin pour venir mettre à terre les travaux que nous avons effectués. Donc il ne reste que le crépissage et puis le meublage. Donc réellement, nous sommes au regret de constater que nous sommes victimes de vandalisme. Et c'est suite à une requête de notre département de l'élevage à la commune, aux différentes communes, particulièrement à celle de Ratoma, que nous avons pu obtenir une surface de 500 mètres carrés dans le domaine réservé aux infrastructures de base du marché Kaporo pour la construction d'une boucherie moderne. Selon des sources concordantes, le litige domanial entre Elhadj Babagale et l'autorité communale de Ratoma persiste depuis des années. Le 9 janvier dernier, le gouverneur de la ville de Conakry a instruit la délégation spéciale de Ratoma de faire arrêter les travaux des particuliers sur le site et ordonner la poursuite des travaux de la construction de la boucherie moderne. C'est un lotissement de 1984 qui a classé ce site comme équipement. C'est bien noté la marché sur ce plan. Alors c'est autant. Qu'est-ce que vous appelez équipement? Équipement, c'est les espaces réservés pour les projets d'intérêt public. Dans ces dossiers, un troisième acteur est cité, les coutumiers. Leur témoignage est crucial pour départager la commune et le particulier qu'on a eu du mal à rencontrer. Dossier à suivre. Une fille, un métier, c'est l'objectif que s'est assigné un maître couturier dans la préfecture de Kankan. Ce professionnel a formé gratuitement ces dernières années plus d'une centaine de filles non scolarisées en couture hommes et dames. Et les 125 jeunes filles qui constituent la 7e promotion de ce centre de formation viennent aussi de recevoir leur attestation après 24 mois d'apprentissage. Abdul Karim Kamara, Mohamed Lamine Kaba, signe ce reportage. Chaque matin, ces filles quittent des quartiers lointains pour rallier leur lieu d'apprentissage à Kankan. Pendant 2 ans, elles ont appris le métier de couture à l'atelier tenu par cet homme au quartier Korialing. En présence de leurs parents, 125 filles ont reçu cette année leur attestation qui sanctionne la formation à Bengue Couture, un centre de formation professionnelle non formel qui forme à titre gratuit. Dessin, coupe, montage, cours de grammaire, elles ont appris tout cela chez moi. Aujourd'hui, elles ont un niveau appréciable qui m'a permis de délivrer des diplômes. Non scolarisées pour la plupart, ces couturières estiment avoir bien appris ce métier et n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin avec ce diplôme. Pendant ces 2 ans, j'ai appris comment mener ma vie future dans mon foyer. Déjà, à l'apprentissage, je ne me suis pas mal tiré d'affaires. Les pères éducateurs encouragent l'initiative de Bengue Couture et exhortent les parents à accorder de l'importance à la formation de la jeune fille. Les parents doivent veiller à l'éducation de leurs filles, à éviter les mariages précoces sans aucune formation. C'est préparer le lit de la pauvreté. Et lorsque les jeunes filles sont à l'école, lorsque les jeunes filles font de la formation professionnelle, c'est une valeur sûre lors du mariage et aussi pour l'éducation de leurs enfants.
Les récipiendaires sont la 7e promotion de Bengue Couture. Depuis 1991, ce centre assure tous les 2 ans la formation de plusieurs filles qui n'ont pas été ou ont abandonné l'école à Kankan. À Conakry, après de loyaux services rendus à la nation, certains travailleurs du ministère de la Santé font valoir leur droit à la retraite. Ayant évolué essentiellement à la pharmacie centrale de Guinée, ces fonctionnaires à la retraite promettent de transmettre leur expérience à la nouvelle génération. Le récit de la cérémonie de départ avec Sourde Keïda. Après de loyaux services rendus à leur pays, ces travailleurs sont reçus en héros ce dernier jour de leur carrière administrative ici à la pharmacie centrale de Guinée, PCG. Depuis l'ère Pharma-Guinée, ces techniciens sont moulés dans les différentes sphères de l'administration de cette institution pharmaceutique. Yaya Koura Baldé y a exercé 42 ans de fonctions intenses. Sa dernière fonction occupée est l'assistante du service marketing. Je remercie ceux qui m'ont facilité cette tâche. Mes chefs de service, mon directeur général, ils sont nombreux aujourd'hui. Je remercie Allah. Je quitte ici, pas pour aller en prison, pas pour aller au tombeau, pas pour aller à l'hôpital, c'est pour aller chez moi. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai dit merci à Dieu et je prie pour tout le monde que Dieu donne cette chance à tout le monde. Ces fonctionnaires constituent la 3e vague de départ à la retraite depuis l'avènement de la nouvelle direction générale de la PCG. La mesure répond à l'une des exigences de la réforme de l'administration prônée par la 3e République. Elle s'accompagne de mesures de protection sociale conformément aux lois et principes de la carrière administrative du pays. Dans ce pays, la chose la plus difficile, c'est de ne pas reconnaître les mérites des gens. Ces hommes et femmes ont passé 40 années en moyenne de leur vie au service de l'entreprise. Ça veut dire qu'au service du pays. Il faudrait qu'à un moment donné qu'on fasse une pause pour leur dire oui, vous avez bien fait et on est fiers de vous, on est fiers du travail que vous avez accompli. Tous ceux qui sont partis en retraite depuis 2012, nous sommes en collaboration avec eux. À chaque fois qu'on a des postes vacants pour l'intérim, on les fait appel. Et à chaque fête, à chaque moment important de l'année, on leur vient en aide. Et à toutes les fois qu'ils ont des difficultés, on leur vient aussi en aide. La PCG est une entreprise publique à caractère industriel et commercial dotée d'une autonomie de gestion. La dotation de l'institution d'un conseil d'administration, la signature de la convention qui la lie à l'État font partie des actions d'envergure engagées depuis quelque temps par la nouvelle direction générale. L'autre défi qui interpelle aujourd'hui l'entreprise est sa récapitalisation. Ceci pour répondre à sa mission première, l'approvisionnement de l'ensemble des structures hospitalières du pays à médicaments essentiels de qualité. Sport, Coupe d'Afrique des Nations à Malabo, le Cameroun et la Guinée font match nul. Ibrahim Traoré est élu meilleur joueur du match. L'entraîneur réagit en conférence de presse sur cette rencontre suivie. Bon, j'attends de revoir les images, mais pour moi, il y a 2 pénaltys. Bon, je le dis sous réserve parce que j'attends de revoir la mise en des images, mais sur la première action, il semble bien que l'attaquant devance le gardien, quoi, et que c'est le gardien qui tape dedans. En tout cas, c'est ce que je vois, quoi. Donc, c'est vrai que depuis le départ, bon, on est un peu on dérange, quoi. On aimerait bien que des grandes équipes soient là, qu'elles avancent dans la compétition, que le Cameroun continue sa route, parce que c'est un pays limitrophe. Donc nous on est les petits, quoi. Donc on sait qu'on doit compter sur personne. On l'a déjà appris lors des éliminatoires, on ne peut compter que sur nous-mêmes. On l'a déjà vécu. Moi je félicite les garçons parce qu'ils sont prêts à se battre tout le temps sur le terrain et il n'y a rien lâché. Si je gagne 2 trophées et qu'on rentre à la maison, ce sera beau pour ma bibliothèque, c'est tout. Hein. Nous, on rentre à la maison, on rentre dans nos clubs. Ça fait plaisir, bien sûr. J'essaie de travailler dur pour mon équipe, de mener mon équipe en tant que capitaine. Maintenant, voilà, j'ai eu la chance de faire de bonnes performances, mais j'espère que ça aura du prix si on se qualifie pour le 2e tour. Ibrahima Traoré, ambiance à Conakry également, après l'égalisation du but guinéen par Ibrahima Traoré contre les Lions indomptables du Cameroun. Dans la joie, les supporters ont rallié les rues pour fêter la performance du 11 national suivi.
pays, ma nation a très bien joué, a très bien joué, ils ont très bien joué, malgré ils nous ont volé un penalty flagrant, mais grâce à Dieu, grâce à Allah, nous allons gagner. Mesdames et messieurs, c'est avec ces belles images d'ambiance que nous bouclons ce journal avec la principale information. Le match nul Guinée-Cameroun, que l'aventure continue pour le Sili national. À tous, merci de l'avoir suivi et bon week-end également.